Sur un nouvel épisode de Knowledge. Aujourd'hui, en compagnie de William Kadmiri, naturopathe et coach sportif. On est collègues au sein de la suite, les deux établissements de Paris. On a eu beaucoup de questions sur l'Instagram et le podcast et même en message privé concernant la situation, concernant les moyens naturels qu'on pouvait utiliser pour pouvoir limiter un petit peu les effets de ce virus. Maintenant, il n'y a pas de science absolue, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation de William et ensuite on va venir au sujet du coronavirus. Salut William, ça va? Salut tout le monde, salut Johnny. Ouais. Donc vas-y, je voulais que tu te présentes rapidement. Quel est ton parcours? Comment Yes, tu es rentré dans le sport et aussi dans la naturopathie? d'accord. Alors moi initialement je suis coach sportif, donc ça fait maintenant 8 ans. Je suis passé par STAPS, puis après par un BPJEPS. Et j'ai découvert la naturopathie à l'âge de 23 ans exactement sur Internet, hein, avec des youtubeurs, peut-être que les gens connaîtront Thierry Casasnovas. Donc ça m'a donné envie de me former. Donc je me suis formé sur un cycle à Paris dans une école qui s'appelle le CNTM sur 3 ans. J'ai été diplômé il y a 1 an et demi et j'ai commencé les consultations il y a 1 an et demi, donc depuis mon diplôme. Donc là, aujourd'hui, je suis naturopathe, mais encore coach, hein, d'ailleurs presque à temps plein à la suite coaching avec toi à Paris. Et j'effectue des consultations donc en cabinet le week-end sur la ville, dans ma ville natale, hein, Bussy-Saint-Georges, et sur Internet en visioconférence. D'accord, ok. Et au niveau de ton travail, comment se passe une consultation? Comment se passent les conseils? Comment ça se passe? Il doit y avoir une période où tu... Un questionnaire, j'imagine, C'est ça. les objectifs de la personne. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus un petit peu? Hein. Alors, à la différence du médecin et de l'allopathie, nous, on va pas être dans le traitement, on va être dans la prévention. Donc, on peut utiliser des méthodes naturelles pour accompagner des traitements allopathiques ou pour traiter vraiment l'individu, mais il faut savoir que ça, c'est plutôt l'allopathie qui fait de l'antisymptomatique. Nous, on va traiter les causes. Donc, on va essayer d'analyser les causes, donc à travers un questionnement, à travers des analyses qu'on va demander, même si on ne peut pas prescrire, on n'a pas le droit de prescription, donc on n'est pas médecin, mais on peut travailler en collaboration avec certains médecins qui peuvent nous faciliter la tâche, qui peuvent nous fournir certaines analyses et en fonction de ça, on va déterminer ce qu'on appelle le terrain de la personne, c'est-à-dire toutes ces constantes, toutes ces valeurs biologiques, ses déficits ou ces carences qu'elle pourrait avoir en vitamines, sa vitalité. Et en fonction de ça, on va traiter la cause du problème. Donc, on est plutôt dans la prévention. C'est pour ça que les personnes qui se sont bien préparées à l'hiver, déjà, normalement, n'ont pas besoin de se prendre la tête au niveau de leur immunité sur le coronavirus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent la vitamine D, la vitamine C, etc. La vitamine D, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'anticiper. C'est pas en une semaine qu'on va remonter des taux de vitamine D qui sont complètement affaiblis. Donc c'est quelque chose qui se prépare normalement à la sortie de l'été. Si on n'a pas la possibilité d'être exposé au soleil, si on vit comme nous en Île-de-France où il y a une latitude qui ne nous permet pas de synthétiser la vitamine D, c'est une complémentation qu'il faut essayer d'anticiper à l'avance. Donc c'est pas trop tard pour commencer, évidemment que non, mais c'est pas un anti-symptomatique, c'est pas quelque chose qui va agir comme un traitement curatif d'un coup. C'est plutôt une vision sur le long terme, c'est de la prévention et c'est ce que le naturopathe essaye de faire. Donc en fait, la naturopathie s'inscrit dans une logique d'hygiène de vie en fait. C'est un Exactement, accompagnement de la santé au quotidien des personnes. c'est exactement ça. Après, on peut travailler en traitement avec des solutions naturelles, mais on appellera plutôt ça de la naturothérapie. D'accord. Mais initialement, la naturopathie, c'est vraiment l'aspect préventif. Aujourd'hui, on parle beaucoup des huiles essentielles, on parle beaucoup des compléments alimentaires en curatif. Il y a des effets curatifs, mais là, on va être plutôt dans le domaine de la micronutrition, dans la nutrithérapie. La nutrithérapie, c'est-à-dire la thérapie grâce aux compléments alimentaires, grâce aux nutriments, grâce aux vitamines. C'est un cursus que je suis cette année, hein. Je fais un DU en micronutrition cette année. Donc, j'ai aussi envie de m'orienter dans cette voie. Mais en tout cas, la naturopathie, à la base, c'est vraiment la prévention, l'hygiène de vie pour permettre à l'individu d'avoir une immunité, d'avoir une santé qui lui permet finalement de ne pas se prendre la tête à chaque fois qu'il y a une infection au final. D'accord, ok. Ouais, c'est un vrai partenaire. Ok. Et donc, là, pour le sujet qui nous intéresse, on est en plein dedans, justement. C'est avec cette pandémie du coronavirus. J'ai eu plein de questions.
quels outils naturels les personnes qui font partie de la naturopathie, les personnes qui vont écouter ce podcast peuvent utiliser. Alors, je t'entends un petit peu mal là. Ouais, tu m'entends mieux là? Voilà, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon. Alors, je voulais savoir ta question. Ouais. Excuse-moi, tu peux répéter la question? Quel outil naturel les gens qui vont écouter ce podcast peuvent d'ores et déjà, même si on a compris qu'il aurait fallu avoir un terrain, comme tu dis, préparé en avance pour pouvoir affronter ce genre de problématiques. Mais maintenant, voilà, une personne lambda qui ne connaissait pas la naturopathie, qu'est-ce qu'elle peut utiliser pour prévenir, en tout cas, les effets les plus nocifs du coronavirus? Ok. Alors, on va essayer de bien comprendre que il n'y a pas de recette miracle. Les gens attendent un complément miraculeux, même si évidemment il y a des choses à prendre et je vais en parler. Ce qu'il faut, c'est plutôt optimiser son énergie. Optimiser son énergie parce que si on a de l'énergie à fournir, on va pouvoir alimenter le système immunitaire, on va pouvoir fonctionner de manière optimale. Si on est fatigué, si on a un métabolisme énergétique très faible, si on a une thyroïde qui fonctionne pas bien, on va en parler un petit peu, si on a un microbiote complètement altéré, ça va être compliqué de fournir de l'énergie, ça va être compliqué de se concentrer finalement sur une tâche qui est alimenter le système immunitaire. Donc la première chose, le premier conseil que je devrais donner à tout le monde, et en ce moment il n'y a rien de mieux pour ça, c'est de dormir. C'est de dormir parce que le sommeil, en fait, c'est la première barrière contre les infections. Quand on a un sommeil de qualité, quand on a un sommeil suffisamment réparateur, on va sécréter suffisamment d'anticorps et on a notre première ligne de défense au niveau des muqueuses, au niveau des narines, au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, qui est constituée d'anticorps, ce qu'on appelle les immunoglobulines A. Les immunoglobulines A qui vont avoir un intérêt de muraille en quelque sorte. C'est les premières défenses aux virus, aux infections. Et quand on dort peu, quand on manque de sommeil, quand on est très stressé, eh ben on va avoir un effondrement de ces immunoglobulines A. Ces immunoglobulines A elles vont aussi avoir une action de barrière au niveau de l'intestin. C'est ce qui permet d'équilibrer aussi la flore bactérienne. Si on a une flore bactérienne qui est mal équilibrée parce qu'on manque d'immunoglobulines A, on va avoir plus facilement des bactéries pathogènes qui vont proliférer et potentiellement une perméabilité intestinale plus grande avec la possibilité de certains pathogènes passer plus facilement. Donc le sommeil comme premier remède, ça paraît très simple, ça paraît, on pourrait se dire mais on n'a pas besoin de faire d'études pour ça, mais malheureusement les gens ne prennent pas assez en compte. Les gens recherchent des compléments alimentaires, les gens recherchent des médicaments, des solutions naturelles, mais en fait la première solution c'est de dormir suffisamment pour avoir un bon système immunitaire. On en parlait la dernière fois, quand on manque de sommeil, on le voit sur notre humeur, on le voit sur nos performances athlétiques, on le voit sur nos infections. Moi personnellement, si je dors pas suffisamment, je tombe malade très facilement. Donc c'est la première chose à optimiser. Après, pour le métabolisme énergétique, on peut aussi se poser la question des réactions chimiques. Pour faire de l'énergie, la bonne énergétique qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, elle va permettre d'être, elle va synthétiser au niveau des mitochondries, c'est-à-dire les cellules énergétiques. Et ces mitochondries ont besoin de magnésium. Pas que, mais le magnésium, c'est un des cofacteurs de quasiment toutes les réactions chimiques qui fabriquent l'ATP. Donc, si on manque de magnésium, là aussi, on va avoir un déficit énergétique assez conséquent. Le magnésium, il faut savoir une chose, c'est que quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on épuise finalement son ATP, on va aussi épuiser ses réserves en magnésium qu'on va éliminer via les urines. Parce que le magnésium permet aussi d'équilibrer la cellule, calcium, magnésium, et quand on est stressé, on vient retenir beaucoup de calcium dans la cellule et on fait fuir le magnésium pour qu'il y ait finalement un équilibre osmotique dans la cellule. Donc les pertes de magnésium, il faut les compenser. Notre alimentation aujourd'hui, on sait qu'elle est trop pauvre en magnésium à cause de l'agriculture intensive, à cause du lessivage des sols, à cause de la non-maturation de nos légumes, de nos fruits, et à cause du transport, etc. Donc la complémentation en magnésium, à mon sens, c'est la première des choses, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir alimenter le corps en énergie, pour pouvoir stimuler par exemple le système immunitaire. Donc le magnésium, ce que je conseille, c'est des magnésiums de deuxième ou troisième génération, comme le citrate de magnésium, comme le bisglycinate, comme le glycérophosphate de magnésium, qu'on peut associer à d'autres rétenteurs de magnésium, comme la taurine, comme la vitamine B6. Évitez les chlorures de magnésium, les sulfates de magnésium qui sont pas bien assimilés, qui donnent des diarrhées et qui vont appauvrir le microbiote. Et on sait que le microbiote, c'est notre première ligne de défense contre les infections. Donc évitez de prendre des mauvais compléments alimentaires. Si vous ne savez pas, à la limite, ne prenez rien parce que finalement, vous risquez de vous faire encore plus de mal.
Ensuite, on va avoir les vitamines du groupe B. Alors, les vitamines du groupe B, principalement la B1, la B2, la B3, qui permettent aussi les réactions chimiques au niveau du métabolisme énergétique. On va avoir le zinc qui va faire les anabolismes, qui va accélérer les réactions chimiques, mais le zinc aussi qui va avoir une action stimulante de la production de globules blancs. Donc, le zinc aussi en complémentation toute l'année, sachant qu'aujourd'hui, 60% de la population en France est déficitaire en zinc. Finalement, on a l'impression qu'il n'y a que les gens qui se complémentent qui ont des taux de zinc sériques suffisamment importants. Donc le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe B, pour le métabolisme énergétique, c'est à mon sens indispensable. Ensuite, on peut parler du rôle de l'activité physique. L'activité physique, si on est débutant, si on ne fait pas de sport, c'est pas le moment de se mettre dans des intensités énormes, mais en tout cas, bouger suffisamment, faire circuler l'énergie, faire circuler l'oxygène avec une bonne respiration et stimuler finalement la production de nos mitochondries, c'est-à-dire les cellules énergétiques. Quand on ne fait pas de sport, quand on est sédentaire, on a des cellules énergétiques qui fonctionnent au ralenti, on en a très peu, et finalement, on ne peut pas alimenter beaucoup de fonctions. Donc le système immunitaire ne peut pas fonctionner de manière optimale. Donc, faire de l'activité physique de manière modérée, j'insiste, parce qu'on n'a pas envie non plus d'épuiser nos ressources en énergie, c'est peut-être pas le moment. En tout cas, si on craint une infection, c'est pas le moment d'épuiser nos ressources en énergie, plutôt stimuler que détruire. Donc, une activité physique en plein air, un footing avec un travail de respiration. La respiration, je vais en parler juste après pour limiter l'action du stress. Mais tout ça, ça me semble indispensable pour optimiser son métabolisme énergétique. Je parlais de la respiration. La respiration, on connaît une respiration aujourd'hui qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration très facile à mettre en place qui permet énormément de choses, qui permet de lutter contre le stress, qui permet aussi de stimuler la production d'immunoglobine A. C'est pas juste des rumeurs, il y a des études là-dessus. On sait que quand on fait de la cohérence cardiaque régulièrement, on augmente notre production d'immunoglobine A au niveau de notre salive. Donc finalement, on a plus d'anticorps et on peut avoir une muraille pour lutter contre les infections. Donc la cohérence cardiaque, je ne vais pas faire un résumé, c'est peut-être pas le moment, mais c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous regardez la méthode, c'est très facile à appliquer. Vous faites ça 3 fois par jour et vous allez en tirer des bénéfices assez rapidement. Et pas que en situation de stress comme en ce moment, mais plutôt de manière chronique. Hein, c'est comme l'entraînement. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont se mettre à faire du sport et qui arrêteront tous leurs efforts après la quarantaine. Ce serait dommage. Ce serait plutôt le moment d'incorporer des bonnes habitudes et de les maintenir. D'accord. Est-ce que je suis clair là jusqu'à présent? Ouais, non, c'est super. Après, là, pour ceux qui nous écoutent, va falloir écouter 2, 3 fois le podcast pour que vous vous souveniez de tout ça. Et puis, de toute façon, je mettrai le lien de l'Instagram, William-du-bas KDM sur Insta. Il met des super posts, vraiment, c'est très, très clair. Et ensuite, après, il commente. Donc, c'est un Instagram, moi, que je suis particulièrement. J'ai appris vraiment beaucoup de choses dessus. On voit qu'en fait, on croit connaître la nutrition, mais en fait, voilà, il y a des gens, c'est leur travail et c'est leur métier. Ils connaissent vraiment de manière au détail, quoi, et au cas par cas en plus. Et ils se remettent à jour, ils se remettent à jour tout le temps, on le sent. Donc, n'hésitez pas à aller sur son Instagram. C'est vraiment une source d'information vraiment importante. Et ça, c'était beaucoup de conseils pour ce coronavirus. Et toi, dans ta pratique, maintenant, comment tu as adapté est-ce que tu as changé quelque chose à ton quotidien, à part bien sûr la quarantaine, dans ton alimentation, dans ta supplémentation, etc. Moi personnellement, non, sauf que je dors un peu plus, j'en profite automatiquement. Mais alors, j'ai pas parlé de toutes les techniques de prévention, on va dire, pour l'immunité. Je peux l'aborder rapidement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je peux aborder ça rapidement. Mais globalement, moi, personnellement, j'ai rien changé parce que tout ce que je prends actuellement, je le prenais déjà. Personnellement, je me sens pas l'utilité d'utiliser les huiles essentielles, à part si je vais faire les courses, je vais en mettre un petit peu sur mon masque. Je vais mettre des huiles essentielles antivirales comme le Ravinsara, comme le Tea Tree, qui sont reconnus comme des antiviraux à large spectre. Donc, on n'a pas d'études encore sur le coronavirus, mais il y a matière à penser que ce sera aussi efficace. En tout cas, on ne va pas attendre qu'il y ait des études qui soient faites pour essayer d'utiliser les huiles essentielles. Mais pour parler un petit peu de la prévention et même du curatif avec les méthodes naturelles, déjà on peut parler évidemment de la vitamine D. La vitamine D qui a une action sur plus de 600 gènes, c'est une vitamine D qui
qui va agir finalement dans toutes les fonctions. Donc là, on va la limiter au système immunitaire parce qu'on sait qu'elle est anti-infectieuse et qu'elle permet aussi la rémission dans certaines infections respiratoires, donc très utile pour le coronavirus. Mais ce serait dommage de la limiter à ça. On connaît son action sur l'ostéoporose, on connaît son action dans la prévention des cancers, on connaît son action sur le système nerveux, sur la production de testostérone, sur la libido, sur la force musculaire, hein, pour nos sportifs, avoir suffisamment de vitamine D, c'est indispensable. Et c'est simple, toutes les personnes qui habitent dans l'hémisphère nord, si elles ne se complémentent pas, sont carencées. C'est carencé ou déficitaire. En gros, la complémentation, aujourd'hui, avant, j'avais tendance à demander des dosages à tout le monde. Aujourd'hui, je sais que, à part si la personne se complémente, elle est carencée forcément, à part si elle boit à part si elle mange du foie de morue avec l'huile de foie de morue tous les jours pour avoir sa vitamine D. C'est sûr qu'elle va être déficitaire, ou en tout cas elle va pas avoir les taux suffisants pour avoir l'action anti-infectieuse de la vitamine D, parce que les recommandations au niveau de la vitamine D, ça va être 30 nanogrammes minimum, mais les 30 nanogrammes ne vont avoir une utilité que pour la prévention de l'ostéoporose. Donc si on profitait de toutes les actions de la vitamine D sur le système hormonal, sur le système nerveux, sur le système immunitaire, il va falloir monter les taux de vitamine D bien plus élevés que ce qu'on nous recommande. On a la vitamine C, évidemment, la vitamine C qui est connue comme anti-infectieux. Attention, la vitamine C, les gens ont tendance à prendre des grosses doses d'un coup. Il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas l'assimiler à plus de 250 mg par prise. Donc, regardez bien, si vous achetez des cachets d'acérola, il va y avoir 1000 mg, c'est-à-dire 1 gramme, mais finalement, ce n'est pas 1000 mg de vitamine C, c'est 1000 mg d'acérola, dont 180 mg de vitamine C. Si vous achetez de l'acide ascorbique, c'est-à-dire la vitamine C synthétique, généralement, c'est vendu en cachet de 500 mg, donc il va falloir couper son cachet en deux. Et ce que je recommande en début d'infection, si on estime avoir des symptômes, c'est de prendre toutes les 3 heures 250 mg de vitamine C. C'est à prendre en fin de repas, parce que la vitamine C est assimilée sur la partie haute du duodénum, c'est-à-dire de l'intestin grêle, et si on la prend avant le repas, finalement, elle va descendre avec le bol alimentaire et on va pas l'assimiler correctement. Donc c'est à prendre en fin de repas. Retenez bien, sinon ce serait dommage d'en consommer pour rien. On va fatiguer le système rénal, le système digestif pour éliminer la vitamine C qui plus est acide, et on n'a pas envie non plus de surcharger le système rénal s'il y a énormément d'acide déjà à éliminer, sachant qu'on est quasiment tous acidifiés aujourd'hui. On peut parler évidemment de la vitamine A aussi, qui a une action sur le système immunitaire, sur la synthèse des globules blancs. La vitamine A qu'on va retrouver dans l'huile de foie de morue qu'on a arrêté de recommander malheureusement aux enfants. Enfin, moi j'ai pas connu ça, mais ma mère a connu ça, mon père a connu ça. On leur donnait une cuillère à soupe d'huile de foie de morue. Ils avaient de la vitamine D, ils avaient des oméga 3, ils avaient de la vitamine A. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été oublié. On peut se poser aussi la question de pourquoi des remèdes qui coûtent rien, comme la vitamine D qu'on trouve à 2 euros, 3 euros en pharmacie, n'est pas suffisamment recommandé par tous les médecins. Ça, c'est étrange. Alors, en tout cas, sachant est-ce que les médecins de nos jours sont au courant de tout ça, de tout ce que tu dis? Est-ce qu'ils ont conscience des qualités de chacune de ces minéraux et de ces... Je pense que oui, bien sûr, parce que moi, mes formateurs, c'est tous des médecins. Donc c'est des médecins qui s'intéressent à la naturopathie, ou bien par exemple moi, mon formateur Frédéric Sardon qui m'a formé au CNTM, c'est un naturopathe qui a aussi une licence en biologie et qui s'est formé ensuite à la médecine, qui est devenu docteur en médecine et qui a allié toutes ces connaissances. Mais aujourd'hui on a tendance à sectoriser la naturopathie de l'allopathie. Finalement, quand les deux fonctionnent ensemble, c'est juste waouh, c'est exceptionnel ce qui se passe. Moi, je ne suis pas médecin, je suis que naturopathe, mais j'essaye d'avoir une approche un peu plus scientifique que juste l'approche de base naturopathique, même si l'approche de base naturopathique peut se suffire à elle-même si on est dans un contexte de prévention et pas de traitement. Mais aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on a tendance à cloisonner la médecine conventionnelle de la naturopathie et toutes les médecines alternatives, alors que si vraiment les deux fonctionnaient en adéquation, vraiment on ferait des miracles, on ferait vraiment des miracles, se servir des forces de chacune pour pouvoir
optimiser le système de santé, mais aujourd'hui, et c'est pas du complotisme de dire ça, aujourd'hui on est dans un système qui est dirigé par l'industrie pharmaceutique et il n'y a il y a aucun esprit complotiste à dire ça, c'est avéré. Hein. La ministre de la Santé, son mari, a des positions dans un labo. Enfin, il y a des conflits d'intérêts partout. Ça choque personne. En fait, c'est même pas que ça choque personne, c'est que on n'a plus l'énergie pour ça. On n'a plus l'énergie pour ça. On sait très bien qu'il y a énormément de conflits d'intérêts partout. On sait très bien que c'est l'argent qui guide le monde. Donc, si les gens aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens découvrent ça, mais waouh, en fait, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et, ce qui se passe, ça a toujours existé, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est à nous d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, on a Internet, on a énormément de possibilités de se former, donc il faut arrêter de manger, d'attendre qu'on nous donne à manger finalement. Il faut aller chercher l'information. C'est le but de ce podcast et c'est le but de plusieurs, de ta chaîne Instagram et de plusieurs médias d'information. C'est que maintenant, on n'a plus l'excuse de dire voilà, le savoir est que pour certains groupes de personnes, ils le gardent. Non, maintenant il faut. Non, en fait, la question, c'est plus comment avoir le savoir, c'est comment le sélectionner, comment trier l'information. C'est plus ça le problème. J'avais une question au niveau de toutes ces vitamines et compléments, si je peux dire, que tu nous as cités, le zinc, le magnésium, etc. Quel laboratoire tu conseilles et est-ce que tous les laboratoires sont égaux? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, je travaille pas avec les laboratoires, j'ai refusé. Pourtant, je me fais démarcher. Franchement, tous les mois, je reçois 2-3 mails de plein de labos, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur ma boîte mail, avec des offres intéressantes. Il faut savoir que les labos rétribuent les naturopathes ou les gens qui prescrivent les compléments à hauteur de 30% sur le prix du complément. Donc, il faut savoir que c'est un vrai business. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, malheureusement. Finalement, j'ai envie de dire au charlatanisme dans les médecines naturelles, parce qu'on est vite tenté, quand on débute et qu'on n'arrive pas à remplir son cabinet, de conseiller une tonne de compléments alimentaires. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas travailler avec les labos. Ça n'empêche que j'ai mes labos de prédilection parce que je sais que les process de fabrication sont bien. Je sais que les compléments sont bien formulés parce que quand on prend un complément alimentaire, c'est pas parce qu'il y a écrit magnésium, par exemple, que on va se faire du bien. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le magnésium, il faut savoir avec quel transporteur il est accompagné, enfin avec quel transporteur il est dans le complément. Est-ce qu'il y a des additifs toxiques dans le complément? Par exemple, la vitamine D, il faut éviter de prendre des vitamines D avec du toluène. Il faut éviter de prendre des compléments alimentaires avec du dioxyde de titane, avec des nanoparticules qui finalement risquent de nous faire plus de mal que les bienfaits qu'on essaye de rechercher dans le complément. Donc moi, je travaille avec des labos français uniquement. Quand je dis je travaille, c'est-à-dire que je conseille des labos français. Comme je le dis, j'ai pas de rétribution sur le labo. Il y a le labo Nutrixeal, il y a Herbolistic, il y a La Royale qui est un labo belge, il y a TerraScience, il y a CopMed, il y a globalement il y a Nutrigenix aussi qui est un très bon labo, Nutrilogix. En fait, moi, quand je cherche un complément, je ne vais pas chercher forcément le complément dans un labo spécifique. Je regarde les différents compléments qu'on me propose dans les labos, je regarde s'ils sont bien formulés, s'il y a une bonne association au niveau des vitamines, des minéraux qu'on nous propose, s'il y a des additifs, et je regarde bien sûr où est-ce qu'il est produit. L'idéal, c'est quand même de favoriser la filière française, hein, plutôt qu'aller chercher des compléments à l'autre bout du monde, surtout que les normes ne sont pas les mêmes dans les pays hors Union européenne. Donc, autant prendre des compléments français avec des normes un peu plus strictes. Hein. On peut dire ce qu'on veut. La France, à ce niveau-là, on est au top parce qu'il y a quand même une réglementation, il y a quand même un effort qui est fait au niveau de la surveillance des compléments alimentaires. C'est pas le cas pour les compléments américains. C'est pas le cas. C'est mal fait en tout cas. Il y a beaucoup trop de produits qui circulent de mauvaise qualité. Hein, que ce soit même dans le monde du sport avec les compléments de fitness bourrés de cochonneries. On en avait parlé la dernière fois quand je te disais qu'il y avait des résidus de stéroïdes dans certains compléments
en musculation. Donc, c'est un peu catastrophique. Donc, voilà, toujours vérifier un petit peu la source, la provenance, regarder si les associations sont bonnes. Alors ça demande un minimum de connaissances. Par exemple, le zinc, on va prendre du citrate de zinc. La vitamine D, on va prendre de la vitamine D3, évidemment, pas de la vitamine D2. On va vérifier qu'il n'y ait pas de toluène ou de métaux lourds dans sa vitamine D. On va vérifier aussi que les doses qu'on prend nous permettent de couvrir nos besoins quotidiens, parce que si vous achetez un complément alimentaire avec par exemple plein de vitamines qui coûtent une blinde, mais que finalement vous avez besoin de prendre 10 cachets pour avoir l'apport journalier parce que les cachets sont pas suffisamment dosés, et ben ça sert à rien. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de retours de certains patients qui nous disent que les compléments alimentaires ça marche pas. Oui, mais à quelle dose tu les as pris? Et il faut savoir qu'il y a aussi en France des réglementations au niveau du dosage. Il y a toujours une norme de sécurité qui fait que, par exemple, pour les plantes, quand on veut travailler avec les doses actives, on est obligé de doubler, voire tripler la dose au niveau des compléments alimentaires parfois. Alors, je ne parle pas des multivitaminés, je parle plutôt des plantes, de la phytothérapie en complément alimentaire. Donc, tout ça fait qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances avant d'acheter n'importe quel complément alimentaire. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc vraiment être conseillé et quitte à avoir venir voir un naturopathe par exemple pour avoir une vraie prescription, des vrais conseils en tout cas sur ces produits et sur les Ouais, laboratoires parce qu'il y a toute une recherche derrière, il y a tout un raisonnement dans la sélection et la combinaison donc de ces nutriments quoi. Ok, exactement. ouais. Exactement. Super, William, je te remercie. On arrive à la fin du podcast. Je vais lui demander de me faire une petite liste un petit peu des laboratoires qu'il nous a cités. Comme ça, je la mettrai dans la description. N'oubliez pas d'aller voir son Instagram. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous avez des questions, voilà, c'est le moment de s'informer. Et pas que pour cette situation-là, pour plus tard, car ça peut se reproduire. Et puis, on va sûrement refaire un podcast avec William parce que vous voyez, il y a plein de choses. Là, on a juste effleuré la surface des connaissances et de l'application de la naturopathie dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je te remercie, William. Et Merci, puis, Johnny. merci de votre soutien. Merci encore. Si vous avez des questions, je lui transférerai, je lui passerai. Et puis, on refera sûrement un autre podcast d'ici 2-3 semaines. Peut-être 2 semaines, on verra, pour répondre à ces questions et suivre un peu l'évolution de la situation. Demain, on va avoir un podcast avec un préparateur mental. On va couvrir des sujets divers et variés, notamment comment prévenir le stress en situation quand on est enfermé en confinement, etc. Donc, partagez, likez et n'hésitez pas à nous donner vos impressions et vos questions sur le podcast. Je vous remercie à vous. Merci William. Au ça.